vous l'avez secoué, mais effectivement, merci de nous dire à la fin que l'humanité en a vu d'autres. Parce que le tableau que vous nous avez dressé des périls est multiple. Multiple d'un point de vue stratégique, multiple d'un point de vue agricole, d'un point de vue financier. Et évidemment, avant que je ne passe la parole à la salle, et je vous demande à quelques moments de lever distinctement le bras, il y a des micros qui circulent aussi bien à gauche qu'à droite. Parmi tous ces périls que vous nous avez décrits, d'une certaine façon, ce que je crois comprendre, c'est que vous attirez notre attention sur la nécessité de les garder tous en mémoire. C'est une sorte de réseau qui s'est établi, aussi bien financier, stratégique, agricole, tout se tient. Et après tout, l'étincelle peut arriver d'un de ces points du réseau mondial, on ne sait pas trop où. Donc vous nous forcez à la vigilance de manière large. Mais vous, intimement, avez-vous une vision de certaines des étincelles les plus dangereuses? On a vu la crise financière, tout le monde en a pris conscience et la presse en parle beaucoup, mais par exemple, est-ce qu'il faudrait plutôt tourner notre attention dans les années qui viennent, dans justement le court terme, vers les céréales, vers la crise agricole, ou bien est-ce que c'est véritablement la crise de la prolifération et la montée, l'acquisition par l'Iran de la bombe qui doit nous inquiéter? Pouvez-vous installer un peu de pondération, de hiérarchie dans ces périls? Ce n'est pas une question facile. Ce que j'ai essayé de décrire, c'est qu'à mon sens, dans tous ces éléments de crise tellement divers, il y a quelque chose de commun. Quelque chose de commun, nos nations résistent à toute idée de bien combattre l'effet de serre pour protéger des intérêts financiers, qui sont ceux des pétroliers, à titre principal. Les nations nucléaires refusent d'arrêter leur armement pour protéger des intérêts financiers, qui sont ceux des fabricants de canons, etc., etc. Je crois extrêmement dangereux le réchauffement climatique, mais c'est progressif. Sur le réchauffement climatique, ça sera de plus en plus intolérable. Ça commencera à être vraiment intolérable chez les arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants. Et après, encore 3 générations, et la vie s'éteindra probablement sur la planète. Mais il n'y aura pas de quoi faire la révolution, il n'y aura pas de moment. C'est un étouffement progressif. De la même façon, le risque que la diffusion de l'armement nucléaire serve à quelque chose un jour, c'est-à-dire qu'il en saute une. Mais c'est tellement grave que ce ne pourra pas être un phénomène local, ce sera mondial. Dépend d'un accident autre. Si bien, madame, qu'au total, ma réponse, c'est sur la finance. Dans ce que je vois maintenant, d'abord, nous ne traitons pas la crise macroéconomique, donc il y a de plus en plus de gens qui se trouvent en travail précaire, en chômage ou même pauvres. En pays développés, je ne parle pas des vrais pauvres. De plus en plus en nombre absolu. Alors en pays développés, la population n'est pas très croissante. Mais le ravage de l'accumulation d'immenses fortunes, et on compte maintenant les milliardaires en millions, devient oppressif sur le bas de la pyramide. Autrement dit, il y a en pays développés des gens dont la situation est en vraie dégradation. Le salaire réel par tête n'a pas augmenté aux États-Unis depuis 25 ans, en moyenne. En moyenne. Alors, au milieu de tout ça, le fait que la profession bancaire soit en train de reconquérir tous les pouvoirs qu'elle avait avant la crise, y compris ceux de faire fortune dans le virtuel. Mais c'est ces pouvoirs-là qui font exploser le système. Et on l'a vu de 3 manières.
la manière escroque de la titrisation de produits frauduleux, où ça, il va falloir que tout ça passe devant des tribunaux tout de même un jour. Mais c'est moins escroc que de jouer aux produits dérivés sur des denrées agricoles, quitte à affamer des gens. Et puis, le maintien de ces privilèges du monde de la finance stabilise chômage et précarité, interdisent de les limiter. Et mon sentiment, c'est que le risque le plus immédiat, c'est l'explosion d'une nouvelle bulle financière. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et à chaque bulle financière, il y a aggravation de tout le reste, bien entendu. Alors justement, vous avez évoqué cela et vous venez de l'évoquer à nouveau, c'est le problème des limites. Mais alors, le politique, selon vous, ayant perdu de sa force et de sa capacité réelle d'intervention, comment peut-il poser des limites à ce système financier devenu immaîtrisable ? Qui va poser les limites ? Comment vont-elles se poser, selon vous ? Alors le drame, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de règles et que jamais l'ONU n'a délibéré sur ces sujets. La Charte des Nations Unies permettrait au Conseil de sécurité d'en délibérer. Mais on n'a jamais vu ça. Et l'Assemblée générale non plus. Le drame, je vous ai dit, j'ai fait la liste, ma liste était trop courte, de tout ce qui rate depuis une dizaine d'années. Le taux de coopération internationale s'affaiblit. Et qu'est-ce qui rate ? Des conférences de consensus. Et là-dedans, il faut que je rajoute quelque chose. Quand vous lisez ça, quand souvent nos commentateurs à la télévision découvrent ça et nous le présentent, ils disent encore un échec de l'ONU. Un échec de l'ONU. C'est faux. Complètement faux. L'ONU n'y est pour rien. Dans des affaires comme Copenhague, ou Cancun en ce moment, ou la revue du traité de non-prolifération nucléaire, ou tout autre, j'en ai cité des quantités. Nous sommes dans des conférences de consensus, c'est-à-dire en dehors du cadre de l'ONU. Et l'ONU, là, c'est le tour opérateur. On lui a demandé les adresses des chancelleries où il faut écrire pour inviter les gens. On lui a demandé sa flottille d'interprètes à mobiliser, en payé en extra. Et on lui a demandé le code protocolaire de traiter des chefs d'État ou des ministres dans des grandes séances. Mais pas les règles du jeu. Car à l'ONU, les règles du jeu étaient faites pour décider. Et du coup, l'Assemblée générale de l'ONU, court-circuitée sur tous les sujets sérieux, s'ennuie chaque année et se ridiculise en votant des choses excessives pour faire attention sur elle. Le Parlement européen, qui est né consultatif, il a fait ça aussi pendant quelque temps. Moi, je pense qu'il est nécessaire de réhabiliter l'ONU, d'expliquer partout que si on veut recréer entre les nations et en dehors de l'ONU un nouveau machin, une nouvelle structure, un nouvel objet capable de prendre des décisions, il faut au moins une guerre mondiale pour amener l'humanité à faire ça. C'est quand même coûteux, c'est un peu un gros engin. On en a un, il tient de la guerre mondiale précédente, il faut le réhabiliter et le sauver. Je suis partisan de saisir l'Assemblée générale des Nations unies du problème du réchauffement climatique et de la taxation ou de la généralisation d'un système de quotas. Enfin, de quelque chose qui punisse, dissuade les émissions de gaz à effet de serre. Mais nos gouvernements, eux, sont coincés. Le fait qu'ils défendent leur souveraineté nationale, notre souveraineté nationale, incidemment, les oblige à donner la préférence à nos intérêts collectifs, à nous, Français aujourd'hui, même dans les cas où cet intérêt devient contradictoire avec un intérêt mondial. Or, nous sommes visiblement dans une période où l'affirmation qu'il existe un intérêt mondial est d'une importance complètement décisive. Monsieur le maire adjoint, tout à l'heure, en me présentant, a rappelé que j'étais l'un les deux coprésidents d'un machin récemment créé qui s'appelle le Collegium International Éthique, Politique et Scientifique. Cette assemblée où il y a moitié d'anciens chefs d'État, d'anciens premiers ministres ou d'anciens ministres des Affaires étrangères respectés, l'autre moitié étant faite de philosophes, d'économistes, de biologistes et de savants variés,
voudrait agir comme une espèce de conseil des sages auprès de l'ONU. C'est ça qu'on est en train de créer. Il n'y a pas d'argent, il n'y a personne pour sponsoriser ça, c'est dangereux. On pourrait défendre des intérêts non compatibles avec ceux de la grande finance. Mais c'est pourtant une de ces choses qu'il faut faire. En tout cas, il va falloir, et c'est ma dernière suggestion sur ce sujet, rechercher les nations, faire la liste des gouvernements qui sont prêts à dire j'accepte une réduction de ma souveraineté nationale au nom de l'urgence de règles mondiales. Il va falloir faire la liste. C'est la condition pour sortir de là. Je dis tout de suite que je ne préférerais que la liste ne commence pas avec tôt dedans des puissances nucléaires. Tellement les puissances nucléaires sont mal vues de toutes les autres. On ne nous le dit pas, nous, à nous, Français, à quel point c'est insupportable au reste du monde, les nations nucléaires. Donc, il ne faut pas trop qu'on la ramène. Nous avons plutôt à demander pardon. Mais quelques grandes nations qui émergent. Je pense au Brésil, je pense à l'Australie, je pense à peut-être à l'Égypte. Enfin, bon, bref, c'est dangereux tout ça. Il y a des nations émergentes, puissantes, polyvalentes, cultivées, avec une vraie culture, et qui souffrent des dérèglements mondiaux sans avoir les avantages de l'ancienneté des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais c'est un vrai boulot. Et c'est quand même très frappant que le fait de mêler de la politique politicienne, des décisions à prendre et à voter en urgence, et de la réflexion psychanalytique, qu'arrive-t-il à la personne humaine, au milieu de nos réflexions assez euphorisantes sur toutes les chances formidables que des technologies de toute nature apportent au XXIe siècle, c'est rare et on n'aime pas beaucoup. Mais c'est pourtant de ça qu'il s'agit. J'aimerais combattre tout rêve. Petite remarque euphorisante quand même, que me glissait à l'oreille Thierry Gaudin tout à l'heure. Vous parliez du général Giap, qui a 98 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il a fait traduire quelques morceaux de Prospective 2100 qu'a dirigé Thierry Gaudin et que nous avons évoqué au tout début de ces mystères. Il y a maintenant des questions dans la salle. Allez-y. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez longuement développé les aspects économiques. Vous n'avez pas parlé de l'économie souterraine, des trafics, en particulier les trafics de drogue, mais il peut y en avoir d'autres. Est-ce que vous considérez que cette économie, qui n'apparaît pas dans les échanges internationaux officiels, a une influence négligeable voilà. Quelle est l'importance de cette économie souterraine et des trafics dans ce jeu économique mondial? Vous avez tous entendu la question. Dans un pays comme la France, on pense en général que l'économie est au noir, clandestine, sans fiscalité, le black, touche entre 5 et 7-8% du produit brut. C'est pas beaucoup. En Afrique, ça doit dépasser la moitié. L'essentiel est non fiscalisé, l'essentiel est au noir. L'économie souterraine est donc relativement importante. Il y a eu un rapport suédois, mais il a été démenti, qui disait qu'en Suède, on atteignait les 25-30%. Je pense qu'il y avait de la partialité, des erreurs de mesure. On n'est pas très sûr. Bon, puisqu'elle est au noir, on ne la connaît pas, elle est dure à mesurer. Mon sentiment est que c'est une constante d'accompagnement qui se résorbe très lentement avec l'amélioration du niveau de civilisation et de la richesse, il faut les deux, mais que le fait d'avoir de l'économie au noir dans des conditions importantes ne change pas, comme c'est une constante, ce n'est pas une variable provocatrice d'accident. Et je ne crois pas qu'il faille y voir une menace supplémentaire. Il peut y avoir menace sur la prétention d'un État de la supprimer ou de la réduire brutalement d'un seul coup, sans faire attention à ce qu'il fait, sans faire attention que des gens vivent de cette économie fiscalement frauduleuse, mais ni meurtrière ni criminelle. Mais si vous voulez, je mettrais volontiers l'économie souterraine comme un constat d'accompagnement permanent de tout ce que j'ai raconté tout à l'heure.
sans changement par ailleurs. C'est une intuition comme une autre. Chaque État qui a le sentiment qu'il y a beaucoup de noirs, beaucoup de non fiscalisés dans son territoire, s'en occupe plus ou moins bien et peut faire des dégâts dans ce sens. C'est vrai. L'Italie friserait les 25-30% de son PIB. Et là, c'est beaucoup plus grave. Mais voilà, c'est pas, je ne lui accorde pas de probabilité stratégique de déferlement. Alors, c'est monsieur au milieu ou Thierry Gaudin? Thierry Gaudin. Thierry, mon copain, je suis devenu sourd. Parle fort. Voilà, ça marche. Donc, d'abord, je m'associe de tout cœur à l'enthousiasme de la salle. Mais je voulais dire que la fin de ta présentation, notamment ce que tu as dit sur la pression de l'opinion publique qui a obligé des États réticents à accepter la Cour pénale internationale et la non-prolifération, m'amène à prolonger cette idée en disant qu'aujourd'hui, cette opinion publique peut s'exprimer d'une manière tout à fait nouvelle et efficace par Internet. Nous avons ces temps-ci l'affaire Wikileaks qui a montré à quel point les chancelleries des États lançaient à travers le monde des messages dont on peut dire qu'ils sont assez dérisoires. Et hier, Lula a pris position en faveur de Wikileaks et nous avons là devant nous un mouvement d'opinion qui est en train de se faire et je voudrais suggérer que le maximum de personnes interviennent sur Internet et fassent partie, soient des acteurs, y compris dans cette salle, de l'opinion publique qui s'expriment par ces nouveaux moyens, car ils sont d'une puissance extraordinaire. Voilà. Merci Thierry. Ce que dit Thierry Gaudin est ici tout à fait important, il a complètement raison. C'était déjà un peu par le canal d'Internet qu'était montée la protestation, enfin la demande de création d'une Cour pénale internationale, et ça avait un peu commencé avec la Convention sur les mines terrestres. Le doute que j'ai émis tout à l'heure à propos d'Internet ne porte pas là-dessus. Là-dessus, il y a une des chances qu'il faut utiliser. Il porte sur la capacité d'Internet de servir de support à une amélioration du savoir, à une réflexion scientifique approfondie, à une interculturation internationale. Ça, je ne crois pas. Je vous ai dit pourquoi, n'y revenons pas. Mais comme instrument de transmission d'opinion, il est fabuleux. Allez-y, il faut tous signer. Et Lula, c'est le nom qu'a cité Thierry Gaudin à l'instant. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas 35 secondes, je vous parlais du Brésil, comme un des pays à chance, à cause de ce qu'il est, de sa nature et de son histoire récente. Et l'épisode Lula au Brésil est un épisode fantastique et créateur de disponibilité. Sa dame successeur est tout à fait dans le même état d'esprit. Le Brésil est une chance de démocratie pour le monde entier. Monsieur ? Il y a des petits problèmes de micro. Ne marche pas ? Non, il marche. Oui, allez-y. Ouais, voilà, ça marche. Oui, bonjour. Vous avez fait allusion à la grande finance. Vous avez cité tout à l'heure la grande finance. Vous avez parlé également des paradis fiscaux. Vous avez parlé également des grands milliardaires. Vous avez été un homme d'État français de premier plan. Comment voyez-vous cette organisation, en fait ? Est-ce que vous considérez que c'est une organisation qui a des intentions, en fait, par rapport au contrôle du système mondial, ou est-ce que vous pensez qu'il s'agit de milliardaires isolés qui, en fait, agissent et qui créent des situations sans pour autant être organisés ? Je suis absolument convaincu qu'il n'y a aucune espèce d'organisation interpersonnelle et criminelle aux fins de faire fortune aux dépens des autres. Ça, c'est clair. Nous sommes dans l'informel. Mais la culture qu'ils ont imposée à tous les autres implique maintenant le droit pour n'importe qui de faire fortune.
vous êtes employé à 18 ans pour commencer votre vie active comme commis de banque, vous espérez devenir traiteur et vous faire des revenus à plusieurs millions d'euros par mois vite fait. Cette culture-là est non compatible avec la stabilité du système dès l'instant qu'elle concerne des milliers de personnes. Et le drame est que, comme le truc est mondial, aucun État n'est capable de le réglementer et de l'empêcher chez lui. Pire que ça, si vous l'essayez, la réponse est immédiatement que vous affaiblissez vos structures financières nationales par rapport à la compétition internationale. Et par conséquent, on vous interdit de le faire. Tout gouvernement anglais y avait pensé. Cameron, c'est un stipendié de la City. Mais le gouvernement précédent de Gordon Brown en Grande-Bretagne, ou la France, ont pensé à plafonner les revenus des traders et des grands patrons. Et la réponse est très bien, les structures financières essentielles vont mettre leurs sièges sociaux à Londres. Ou l'inverse, enfin. La fuite. Donc c'est bien une affaire mondiale qu'il s'agit. Or là, les deux grandes institutions mondiales que sont l'une, la Banque mondiale, et l'autre, le Fonds monétaire international, premièrement, ont, si j'ose dire, échappé à l'ONU. Elles sont toutes les deux des agences de l'ONU. Mais personne n'en sait rien. Elles ne s'y réfèrent jamais, ne font pas compte-rendu aux assemblées générales régionales, ou à la CNUSED, ou à toutes autres, et moins encore au Conseil de sécurité. Il n'y a pas en place d'organisation financière du monde. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, et ce serait une réforme pareille, un Conseil de sécurité économique et financier. C'est compatible avec la Charte des Nations Unies, il n'y a pas besoin de s'en débarrasser, il faudrait quand même le créer. Mais tant que nous ne l'avons pas, le système permet l'émergence de ces millions de milliardaires. Vous avez vu d'ailleurs que la Chine vient de battre les États-Unis dans la statistique du nombre en millions de milliardaires qu'on a à la maison. C'est assez formidable. C'est une lancée dans laquelle on ne sait pas où on va s'arrêter. Ce qu'on sait, c'est que le bas de la pyramide ne peut plus fournir et que tout ça est annonciateur de nouvelles bulles. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais, moi, saisir le seul endroit où on vote sans veto, l'Assemblée générale des Nations unies. Quand je dis ça, tout le monde hurle, parce que l'Assemblée générale des Nations unies s'est fréquemment déshonorée ou dévalorisée avec des votes inconsidérés. Mais ce sont des votes de colère. Elle a voté un jour que le sionisme était un racisme, c'est-à-dire l'idée nationale de défense du peuple juif était considérée comme un racisme. C'est une honte, c'est un scandale. Mais elle a fait ça pour faire parler d'elle et dans un désarroi, puis cette Assemblée générale des Nations unies ne sert plus à rien. Donc la double offensive pour la réhabiliter, pour la saisir de sujets qu'elle n'a pas l'habitude de traiter, alors qu'elle aurait le droit, elle, d'en traiter. Il n'y a dans la charte aucune limitation là-dessus. C'est une très grande et très difficile affaire. Mais on est plus à l'aise de parler entre soi des merveilles techniques du XXIe siècle sans savoir quel type de gouvernement peut les mettre en place. La politique, c'est compliqué, ça embête les gens, ça compromet, il faut bien se mouiller. Je fais un métier déconsidéré. Vous rigolez. Levez la main ceux d'entre vous qui auraient plaisir à entendre un de leurs enfants leur dire « Papa, maman, j'ai envie de faire de la politique demain. » Et ben voilà, 3. On s'est compris. En tout cas, moi, non. Parce que je sais de quoi il s'agit. Et que je souhaite une vie tranquille à mes enfants, ici présents en partie. Monsieur le Premier ministre, le début de votre réponse a parlé de culture. Avant que vous arriviez à la fin de votre réponse, forcément aux politiques, vous avez parlé de culture. Et forcément, vu la question qui vous était posée, il y avait aussi une dimension éthique. Qui n'est pas tenté par, donc, des millions faciles et rapides? Qui va dire, maintenant, dans notre société, ce n'est pas cela qu'il faut faire? Jadis, un certain nombre de religions, avec leur éthique propre, ont prôné des mesures. Dans une société sécularisée comme la nôtre, qui va dire cette éthique? Alors, ce qui est vrai,
et j'ai le sentiment de m'être trop dilué dans le propos de tout à l'heure là-dessus. On pourrait résumer tout ce que je vous ai raconté en 1h15. J'ai calculé, j'ai parlé à peu près 1h15. Je vous demande pardon, c'est un peu long. Mais c'est pour moi qui avait choisi mon sujet, hein. Tout de même. On pourrait résumer tout ce que je vous ai raconté en 1h15 sous la forme « Le monde a perdu son éthique et il est en train d'en mourir ». Derrière, il y a beaucoup de choses. L'évolution de nos grandes religions qui ont eu d'énormes difficultés à accepter la rationalité scientifique et le poids qu'elle a pris dans les affaires du monde. Et puis, prenez l'Église orthodoxe ou le rabbinat d'Israël, enfin le rabbinat juif mondial. Ce sont deux églises qui depuis, alors pour Israël 3000 ans, pour l'Église orthodoxe 70 ans, sont coupées de tout pouvoir, n'ont plus de rapport avec un État qui gouverne, sont persécutées et par conséquent n'ont pas d'autre enjeu que de maintenir une tradition dans sa dimension éthique, mais dans sa dimension transcendantale et liturgique aussi. Et ça crée une espèce d'isolement. Ça m'a toujours beaucoup frappé que le grand rabbinat d'Israël ne parle jamais de la paix. Et nous rend sensibles au drame du peuple juif en donnant l'impression que la terre est plus importante que les hommes. Et j'ai eu un jour, dans un travail du Collégium éthique international dont on parlait à l'instant, à Jérusalem, nous projetions un film sur la Nouvelle-Calédonie et ce qui s'y était passé, en présence de l'ancien grand rabbin de France, Sirat. Et le grand rabbin Sirat a pris la parole, c'est un homme de paix, lui, pour nous faire à coup de... Il a parlé 40 minutes, dont 20 minutes de lecture de citations du Talmud, dont il résultait avec une force inouïe que, aux yeux du Seigneur et des commentateurs du Talmud, en tout état de cause, tout être vivant est beaucoup plus important que n'importe quel hectare de terre. Autrement dit, que la théologie talmudique veut qu'on cherche la paix et qu'on sauve des vies bien avant de s'occuper de la surface de terre. Autrement dit, le grand rabbin Sirat était convaincant sur le fait qu'il y a une dérive en hérésie, d'une certaine manière, du Talmud. Qui peut oser le dire? Je suis en train d'insulter une religion établie. J'ai tout à l'heure risqué, sur la timidité du clergé musulman un peu partout, à afficher sa modération et son refus du meurtre, donc sa condamnation du terrorisme. Parce qu'il ne veut pas dissuader ou condamner un combat qui est un combat d'identité collective ethnique contre d'autres. Et c'est ça dont il faut sortir. Bon. Ce travail-là veut dire que les églises d'islam, parce qu'il n'y a pas de chef en plus, c'est comme chez les protestants, un pape de temps en temps ça aide à faire les choses, chez les parpaillons on avait du mal à cet égard. Bon. Reste que la réflexion n'est pas poussée jusqu'au bout. Et au fond, sur ce problème de l'éthique, je dirais le résumé de ce que je pense, toutes nos grandes religions, chacune dans son coin, se sont trop occupées des règles éthiques de la morale privée, d'individu à individu, et pas assez du caractère éthique des règles de l'organisation collective. C'est une première chose. La seconde est le drame de la non-transcendance. Dieu est mort, écrivait Nietzsche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a cessé d'être la représentation unifiante de l'humanité. Et c'est au nom du positivisme et du refus d'une transcendance que nous fonctionnons ensemble. C'est un coup du XVIIIe siècle, prolongé XIXe. Mais l'idée qu'il puisse y avoir une éthique, un respect de l'autre, un code moral dans nos relations, à partir d'une approche raisonnée, positive des hommes, mais sans mystère religieux, cette idée a été gravement massacrée parce que des athées, communistes ou nazis, ont fait de leur pouvoir. Et le communisme et le nazisme, qui sont deux doctrines athées, ont un peu dissuadé les autres
de ce que l'absence de référence religieuse pouvait permettre une meilleure morale. Les non-croyants ont encore plus à reconstruire que les croyants. Bonne chance, mes amis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, c'est l'éthique qui est au cœur de l'affaire. Mais pour faire avaler aux plus grandes fortunes de la planète que les conditions dans lesquelles ils font fortune maintenant à travers les spéculations sont absolument anti-éthiques et devraient devenir criminels, il y aura du travail. Mais je suis partisan de l'ouverture du champ de la Cour pénale internationale aux grands crimes économiques et financiers, c'est-à-dire de la mise du monde en déséquilibre. C'est encore un champ qui va inquiéter beaucoup les juristes. C'est commode de traiter du pénal quand du sang a coulé. Il y a des manières de faire mourir où le sang ne coule pas mais qui sont pires. Moi j'avais prévenu, hein, c'était pas la mise à l'ordre du jour d'un sujet fondamentalement gai. Et l'hypothèse n'était pas de préparer une rigolade pour tout à l'heure. Pardonnez-moi d'en rajouter tellement. Monsieur. Monsieur le Premier ministre, j'ai presque scrupule à intervenir. Vous étiez arrivé là à un niveau d'éthique tellement important que j'ai scrupule, mais je voudrais revenir sur un sujet plus pragmatique. D'abord, en tant qu'économiste modeste, je rejoins tout à fait votre analyse. Et je voulais dire à un ancien intervenant qui a parlé des paradis fiscaux que ça m'a toujours rappelé, lorsqu'enfant nous parlions de la caverne d'Ali Baba. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi y avait-il une caverne? Je vous entends, monsieur, assez mal. Et donc parlez un tout petit peu plus loin de votre micro, parce que ça bruite, et puis, lentement. Je disais que le mythe de la caverne d'Ali Baba n'existait que parce qu'il y avait des voleurs pour remplir la caverne. Et là, nous sommes exactement dans le même cas de figure avec les paradis artificiels. Mais je reviens à ce qui est beaucoup plus pragmatique. Je ne partage pas tout à fait votre pessimisme sur la capacité d'intervention des gouvernements en matière financière, où je partage votre analyse, c'est que la virtualité, l'économie virtuelle a aggravé le phénomène. Et donc, je voudrais vous poser une triple question, au moins très pratique, sur 3 objets. Pensez-vous qu'au niveau d'abord de l'Europe, problème que vous connaissez parfaitement, donc est-ce que l'Europe ne pourrait pas prendre l'initiative et ensuite faire reprendre le relais dans le cadre du G20, puisque nous aurons à partir du 1er janvier la gouvernance du G20, est-ce que l'Europe ne pourrait pas décider, de supprimer la titrisation sauvage? Prendre une hypothèque sur un immeuble, c'est un acte réel. Le titriser, c'est criminel, je dirais presque, parce que c'est l'économie virtuelle. Deuxièmement, interdire les CDS. Les CDS, certains le savent, malheureusement, ont précipité, aggravé la dette de la Grèce et de l'Irlande. Donc, voilà 2 points majeurs. Et enfin, j'en avais un 3e en tête que j'ai oublié, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est de savoir si vous pensez que nous avons la moindre chance de mettre en marche une mécanique d'abord européenne, puis au niveau du G20, pour aborder ce type de problème et casser la spéculation virtuelle. Merci, monsieur, et merci de la clarté de vos questions. J'ai espéré ça toute ma vie. Ma longue biographie, il y a dedans 50 ans, c'est pas rien, de militantisme fédéraliste européen. L'Europe politique a été tuée. Et c'est la Grande-Bretagne qui y est arrivée. Je suis désolé de ne pas avoir le temps de faire une 2e conférence pour vous expliquer comment. Je deviendrai lassant. Mais l'Europe n'a pas, la Grande-Bretagne l'a efficacement interdit, la capacité de prendre des décisions à la majorité. Et des décisions lourdes, je veux dire. Pour les questions que vous posez, l'Europe fonctionne toujours avec l'exigence de l'unanimité, ce dont il n'est pas question. L'actuel gouvernement anglais défend la City. Et donc la City, alors les fameux CDS, c'est une forme de crédit international compliqué. Hein. Mais ils sont dans le monde du virtuel. Et puis votre autre question, c'était d'interdire... La mécanique, qu'elle remonte au G20. Oui, mais laquelle? Supprimer la titrisation. Il y a trop de gens qui gagnent beaucoup d'argent.
Regardez ce Royaume-Uni de Grande-Bretagne, cher à notre cœur parce qu'il nous a sauvés en juin 40. Personne ne met en cause de vieilles amitiés. 2006, c'est-à-dire avant que la crise ne casse un peu tout. En France, ce qu'on appelle l'industrie de la finance, l'activité économique et financière, produit autour de 5 à 6% du produit brut national. Salaire distribué, valeur des opérations nouvelles, etc. En Grande-Bretagne, nous sommes entre 19 et 21% du produit national. L'Angleterre s'est laissée doucement désindustrialiser en créant de l'emploi dans l'économie du virtuel. Ça représente probablement 700 à 800 000, sinon 1 million de travailleurs dans cette branche, la finance. L'essentiel de tout ça font des produits dérivés et font de la titrisation. Le gouvernement anglais a jusqu'à présent refusé qu'on étudie même les formes d'interdiction d'une titrisation abusive. Et donc la réponse à votre question, c'est non, pas en Europe. Et comme je dirais la même chose pour les CDS, mon sentiment est que l'Europe n'a plus la capacité de faire son unité là-dessus pour se battre, et que les diplomaties courageuses, et là il faut bien que le socialiste que je suis salue le courage du président de la République actuelle. Il n'y en a pas beaucoup à la face de la planète. Il y a des gens qui sont irrités par M. Sarkozy à cause du style, qu'on lui foute la paix. On a un courageux qui se bat là-dessus, c'est déjà pas mal. Et moi, ça me paraît beaucoup plus important que le style, sur lequel je discuterai comme vous. J'aime pas beaucoup. Enfin bon, c'est pas le problème. Les nations prêtes, il y en a quelques autres en Europe, à mener ce combat, doivent se chercher des alliés en dehors. Et c'était pas pour rien qu'il y a eu une rencontre France-Brésil à l'occasion du G20 précédent. C'était un peu sur la piste de ce que j'essayais de décrire dans la fin de mon propos. Mais je suis désolé de devoir vous dire que, sauf révolution interne, l'Europe est foutue pour ça. Nous ne sommes plus qu'une moulinette à rendre compatibles nos normes de fonctionnement interne. L'Europe n'est plus, même dans l'ordre économique et financier, l'Europe n'est plus capable de grandes décisions. Et d'ailleurs, le chef européen, celui de la Commission, M. Barroso, a été choisi par défaut après un veto britannique sur M. Jean-Claude Juncker, parce que Jean-Claude Juncker, il avait du caractère, et le gouvernement britannique, comme les leaders de la City, savait qu'avec M. Juncker, on aurait du fil à retordre. Avec M. Barroso, on a moins de fil à retordre, mais il n'y a plus d'Europe. Et M. Barroso est pourtant un homme charmant, à qui je profite de l'occasion pour dire que toute mon amitié, toute mon estime, mais il ne peut pas travailler, il n'a pas été choisi pour ça. Monsieur Norbert Paquel. Oui, je voudrais d'abord redire, Thierry Gaudin m'a repris 80% de ce que je voulais dire, puisque premièrement, je répéterai, moi aussi j'admire beaucoup tout ce que vous avez dit. Et le second point, donc je reviens modestement à Internet, le second point étant qu'Internet peut être un outil tout à fait fabuleux de démocratie, enfin en tout cas d'expression de l'opinion, et de mobilisation. Pourrait, je suis bien d'accord, et a pu l'être quelquefois. Alors, sur ce point, je pense que justement, il ne faut pas être angélique. Et mon intervention d'hier, d'ailleurs, je pense qu'on s'en souvient, sur la santé, j'ai bien dit que c'était un outil, mais qu'il y avait des choix. Donc, vous voyez, c'est pas du tout. Bon, mais justement, il ne faudrait pas non plus que les partisans d'Internet, disons, enfin, les enthousiastes, pensent que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que, et je me rappelle que vous vous êtes battu contre le brevet logiciel, Internet, est un outil potentiel qui peut être un outil dans n'importe quelle direction. On a cru dans le passé, je m'en souviens, que la télévision par câble allait amener la démocratie dans toutes les villes et que tout le monde pourrait s'exprimer. On connaît le résultat. Donc, quelque part, je pense qu'Internet va être une bataille très importante qu'il ne faut pas négliger. On n'en a pas parlé hier, pour le contrôle d'Internet, pour le blocage d'Internet, pour la neutralité du net, pour des stupidités comme Adobe, une stupidité absolument sans nom. Je rappelle quand même que si on a son voisin qui a fait de l'Adobe, en dehors du fait que ça n'a rien à voir avec une analyse économique de la médecine, il n'aura plus de budget, il n'aura plus de dossier médical, c'est accessible par Internet. Bon. Mais donc la bataille pour
défendre cet espace qui est encore mal connu et maîtrisé par les gouvernants, mal connu et maîtrisé, mieux connu et maîtrisé par des acteurs industriels et par certains gouvernements ou services. Cette bataille est encore un peu à mener et qu'elle va être relativement, je pense, décisive parce que les plus jeunes générations, sans faire du jeunisme, peuvent l'utiliser très intelligemment. Encore faut-il qu'on ne le bloque pas, qu'on n'en fasse pas un nouvel outil de domination financier, politique, etc. Merci, monsieur. Cette prise de parole n'était pas une question, c'est une affirmation. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense comme vous que les potentialités sont considérables. Je pense peut-être un peu plus haut que les menaces le sont aussi. Pour le moment, c'est un formidable outil pour les mafieux, le crime et même pour Al-Qaïda. Et je suis très inquiet de voir que l'on a du mal à fournir à la bataille que vous voulez rassembler, aux combattants de cette bataille, des objectifs bien précis, bien délimités, définissant ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Il y a un absolutisme de la liberté totale des plus enragés d'Internet qui est une condamnation potentielle du bon usage d'Internet pour demain. Mais c'est eux qui ont la parole le plus fort. Et pour le moment, ce que je découvre de tout ça, au Parlement européen, ce sujet est venu souvent. La prise de parole responsable et demanderesse d'un peu de contrôle et de réglementation se fait voler dans les plumes au nom de cette idée effrayante d'une liberté sans aucun contrôle, ni tempérament, ni contre-équilibre. Bonne chance à vous tous. C'est culturellement pas facile. Dans n'importe quel débat difficile, les excessifs se font plus facilement entendre que les modérés. C'est une constante de tous les temps. Et alors, je ne connais rien à Internet, c'est pas de ma génération. Francis, mon fils, ici présent, qui n'a pas joué un rôle négligeable dans l'organisation de tout ça, et de ceux qui se foutent de moi sur mon infirmité profonde à manier l'informatique, je ne sais pas répondre à ma propre question. Mais si je connais quelque chose, c'est bien à la décision publique. Je vous signale que la lutte souhaitée par notre interlocuteur à l'instant n'est concevable et possible que si un accord se fait sur ces objectifs. Et ces objectifs ont besoin d'être précisés dans le détail. Et il faut que sur Internet, les modérés fassent la peau aux extrémistes. Bonne chance. Il y a une question au premier rang. Après, il nous restera 10 minutes pour faire une conclusion, si vous voulez bien. Monsieur le Premier ministre, c'est une question que je posais essentiellement au maire que vous fûtes à Conflans-Sainte-Honorine. En dégringolant du niveau mondial au niveau local, quels moyens avons-nous, au niveau où nous sommes à Saint-Tropez, dans la presqu'île de Saint-Tropez et peut-être dans la future intercommunalité du golfe de Saint-Tropez, de parvenir ou d'essayer d'améliorer le bonheur individuel et collectif de notre collectivité. Pursuit of happiness, c'est un vieux... Pursuit of happiness. Le bonheur, la question du bonheur. Question un peu terrible. Je donnerai une autre formulation de la même question, qui est comment est-ce que des groupes de citoyens peuvent contribuer à redresser le biais d'information qui nous vient d'une télévision trop centrée sur l'événement, sur le court terme et sur le trop simple. Et ce sont les compléments. Ben, la réponse, vous êtes en train de la mettre en pratique. C'est formidable que Saint-Tropez organise une réunion comme celle-ci, enfin pas seulement une réunion, un séminaire comme celui-là. Mais ça va jusqu'à l'organisation de tout le péri ou le parascolaire avec les profs. Je trouve que la France a raté quelque chose dans la bonne gestion collective du tiers-temps pédagogique qui devrait être là pour ça. Nous n'avons que l'école, le collège, le lycée, l'université, comme contrepoids à la dérive vers le court terme, dont nous crevons. Mais nous sommes en train de raboter les moyens financiers de l'école.
Et ce qui se passe dans l'école est tel que le corps des professeurs se sent mal à l'aise ou se sent manquer de confiance dans le reste de la population. Et en effet, il y a des parents fous pour aller casser la gueule aux profs, vous avez vu ça quelquefois. Il faut retrouver une vraie solidarité de civilisation entre nous tous et ceux d'entre nous qui ont charge d'éduquer les mômes pour prendre les risques ensemble. Alors, comment on organise le périscolaire? Je ne sais pas comment vous faites à Saint-Tropez. À Conflans, on avait eu un peu ce souci. Faites attention que sur la plupart, crise économique et financière, crise écologique, effet de serre, des dangers dont nous sommes amenés à parler maintenant, mes débuts de fonction de maire en 1977 se font encore dans la confiance absolue que la croissance est sans limite, que les ressources sont presque infinies ou pas loin. C'est récent, cette affaire. Mais reste que la conscience du monde enseignant, plus celle de tout le monde associatif, doivent travailler à tout ça. Il y a un drame. Le drame, c'est que les structures qui s'occupent du pouvoir collectif dans nos pays, d'abord les partis politiques, mais aussi d'une certaine façon les syndicats, ils s'occupent que de la moitié économique et financière du pouvoir, mais ils s'en occupent pour le tout. Les salaires, les retraites, etc. Sont nationaux, sont limités à notre cadre national. Et malheureusement, ça les empêche de donner dans leur travail interne la priorité au mondial. Tels qu'ils sont fabriqués, nos outils politiques et syndicaux ne sont pas capables de dominer toute leur histoire, toutes les modes d'élection de leurs membres de base, qui sont choisis pour se battre sur du local et du ponctuel et du court terme. La seule correction, c'est certains, pas tout, mais une bonne partie du mouvement des organisations non gouvernementales. Les associations à but non lucratif, organisations non gouvernementales, ONG, elles sont mondiales beaucoup plus souvent. Et c'est la prise de conscience mondiale qui fait l'affaire. On est tous dans le même bateau. Il faut bien qu'on en prenne conscience. Donc, une commune qui cherche à sortir de là doit faire la pub autour de ça. Et offrir des espaces d'explication, de présentation, de pédagogie, des expériences, vacances, voyages, etc. L'idée manque pas dès l'instant qu'on en a le souci. Mais du local au global, il y a du chemin. Hein. Et on passe de moins de 10 000 habitants à 7 milliards. OK, bonne chance. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il est temps de clore cette dernière session. Merci pour tous les éclairages que vous nous avez donnés sur ces périls, mais aussi votre pessimisme intellectuel, mais votre optimisme et votre dynamisme personnel qui est extraordinaire et que tout le monde ressent aujourd'hui à la fin de ces 3 jours de mystère. Madame la représentante de la mairie, ça veut dire que ça va certainement continuer, mais je ne veux pas me substituer à vous tous qui avez organisé cela. Vous remercie encore. C'était un excellent et grand moment. Merci. Francis Rocard fait le final, le grand final. Juste 5 minutes, ça va être très court. Mais d'abord, merci papa. Je crois que tu nous as présenté la méthode, 2 mots, l'élévation intellectuelle. Je crois qu'on a atteint un niveau étonnant. Et la conclusion, j'ai noté la prospérité sans croissance. Je crois qu'effectivement, c'est une perspective d'avenir et durable. Donc, je remercie les intervenants qui sont venus, qui nous ont vraiment éclairés de leur savoir. Ça a été tout à fait passionnant. Dominique, merci à toi, ta bonne humeur, d'avoir mené ces débats. Je remercie la municipalité, bien sûr, Denise Dodd, qui a été un peu la cheville ouvrière, qui m'a
maintenu la pression pour que tout ça se fasse dans les temps. Marceau, qui était un peu le maître du temps, Marceau Bertheronil, qui est là avec, qui nous rappelle qu'il n'y a plus que 2 minutes. Donc on est aussi un peu sous pression, mais c'est pour qu'on ne dérape pas dans toute l'organisation, c'est très important. Vous savez que d'ici le mois de janvier, ces conférences ont été filmées. Elles seront sur le site internet mystère21.org. Donc ça sera courant janvier. Merci d'être venus si nombreux, car c'est votre présence ici qui permettra la poursuite de ces mystères l'année prochaine. Merci et à l'année prochaine. Come too far.